Salut à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, on passe tout de suite au titre en images de cette édition. Cet homme vient d'entrer dans la légende du cyclisme sur piste. Le nouvel Énimontain François Pervis a décroché 3 titres de champion du monde en Colombie il y a 15 jours. Il signe là un triplé historique et inédit. Interview vérité à suivre. Nous reviendrons sur les dunes de la 17e édition du 4L Trophy avec un jeune équipage mixte et saint-quentinois parti au Maroc, essentiellement pour l'aventure humaine. Elles avaient laissé leur terrain d'entraînement pour transmettre leur passion du basket à 2 jeunes filles de quartier populaire yvelinois. Les joueuses professionnelles de Calais étaient cette semaine les marraines de cœur 2014. Et évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place à l'Eco-Trail de Paris. Dans la deuxième partie d'émission, comme je vous le disais en titre, nous parlerons du 4L Trophy avec l'équipage mixte et saint-quentinois avec Florine Bréard et Marc Rosé. Bonsoir à tous les deux. On va tout d'abord évidemment parler de l'Eco-Trail, de cette course éco-responsable. Ce samedi 29 mars va avoir lieu la 7e édition de l'Eco-Trail de Paris, une course qui va se dérouler notamment entre la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, tout près en fin de compte de la Tour Eiffel et du Trocadéro, qui peut aller jusqu'à 80 km dans un des formats. Et pour en parler, l'organisateur de l'Eco-Trail est présent, Jean-Charles Perrin. Bonsoir à vous et merci d'être là. Bonsoir. Tout d'abord, vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de l'Eco-Trail ? Le concept est très simple, c'est une course nature dans un environnement qui a priori s'y prête pas, à savoir la ville. Et on propose différents formats pour qu'il n'y ait pas de barrière à la participation à l'événement. Oui, justement, dans les formats, il y a du 18 km, du 30 km, du 50 et du 80 km. Le 80 km, c'est du trail qui fait une distance, en tout cas, qui fait peur, non ? On est à la limite de ce qu'on appelle l'ultra trail, le trail format XL. Ça fait pas peur à tout le monde. Pour preuve, ils vont être à peu près 1800, donc ça fait pas si peur que ça, mais c'est vrai que ça se prépare. Et comment on s'y prépare justement à un trail de cette distance ? Avec beaucoup d'envie déjà. Et puis des sorties régulières, je pense qu'on est sur 3, 4, 5 sorties semaine. Puis après, pour ceux qui veulent vraiment performer, parce qu'il y en a, la majorité des gens viennent pour être finisher, donc terminer, pouvoir dire je l'ai fait. Mais il y en a qui viennent faire des temps, donc se montrer. Donc ceux-là, ils ont des programmes un peu plus chargés. Alors la particularité de l'Eco-Trail, c'est cet aspect écologique. Vous essayez d'associer l'effort physique justement à la fibre un petit peu écolo, c'est ça dans cette course-là ? C'est dans notre ADN en fait, c'est pas qu'une association, c'est vraiment été conçu comme ça, c'était de prouver que des événements de masse, puisqu'on va avoir plus de 10 000 personnes cette année, peuvent avoir une approche responsable. Le trail, c'est un constat simple, c'est course au contact de la nature, plus de nature, plus de trail, donc on incite à ce que les gens fassent attention à ça, c'est des transports, on incite les transports en commun, on ramasse les déchets en amont, en aval, on calcule la pollution effective de nos coureurs. Cette année, on va tendre vers un événement biocompostable, c'est-à-dire que tous les déchets organiques, on va les avoir triés pour transformer ça en compost. Bon, c'est toute une démarche qui est pensée dès l'origine pour prouver qu'on pouvait organiser des événements tout en étant respectueux en fait, de notre environnement. Et je crois aussi que les coureurs peuvent signer une charte d'éthique quand ils s'inscrivent. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent. C'est une obligation et c'est une charte qu'on a déclinée qui incite à se respecter, à respecter les autres, respecter l'environnement. Mais c'est vrai pour les participants, c'est vrai pour les partenaires, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour tous ceux qui, les accompagnateurs, les bénévoles. Chacun signe sa charte pour participer à un événement qu'on souhaite fédérateur. Alors il n'y a pas que le trail dans l'Eco-Trail de Paris, il y a aussi des randonnées, de la marche nordique. Le but c'est quoi ? C'est d'essayer de favoriser un peu et de mettre tout le monde à la pratique du sport en général ? C'est une illustration concrète de manger, bouger. Parce que je ne sais pas si vous regardez un peu la télé, il y a beaucoup d'incitations à faire ça. Et nous, on a voulu, c'est vrai qu'au départ, on a pensé trail, parce qu'on est pratiquant et qu'on voulait un trail chez nous, il n'y en avait pas, donc on en a fait un. Mais on n'y participe pas. Mais c'est surtout un principe de dire, tout le monde peut en être. Et nous, notre ambition, c'est qu'il n'y ait pas de frein à l'inscription à l'Eco-Trail. Donc tout le monde ne court pas.
Ne serait-ce que dans l'entreprise, il n'y a que 15 à 20% des gens qui courent, c'est-à-dire qu'il y a 80% des gens qui ne vont pas courir, qui ne vont pas être concernés. Donc on a dit, on va faire des randonnées. Ça s'est fait un peu par hasard, parce que le 18, qui est une incitation à la pratique sportive, elle n'est pas chronométrée, donc c'était allure libre. Il y avait 20% des gens qui avaient fait une randonnée, donc on a proposé des randonnées. Puis après, les randonneurs nous ont dit, écoutez les gars, c'est bien les randos, mais on aimerait bien avoir un truc un peu plus dynamique. Donc la marche nordique commence à émerger, donc on a proposé de la marche nordique. Donc maintenant, en fait, on a les randos un peu classiques, les marches nordiques un peu dynamiques. On a même une compétition de marche nordique maintenant. Le 18, le 30, le 50, le 80. Donc en principe, en fait, aujourd'hui, il nous manque une seule marche, c'est proposer quelque chose à des gens qui aujourd'hui ne bougent pas, ne font rien. Donc ça, c'est le projet 2015, c'est de trouver des programmes qui incitent les gens à se préparer à un jour participer à une de nos épreuves. En tout cas, cette épreuve montre bien qu'on peut faire énormément de parcours différents pour tous les niveaux en Ile-de-France et puis dans les Yvelines avec la base de loisirs. Les Yvelines, oui, c'est une terre un peu privilégiée avec les Hauts-de-Seine. C'est deux départements dans lesquels on fait beaucoup de départs, on emprunte beaucoup de sentiers. On a un territoire qui s'y prête, donc c'est aussi le pourquoi de notre implication dans ce territoire-là. Dernière question, on en parlait en préparant l'émission, cet éco-trail aussi permet d'engranger, parce que c'est une épreuve difficile, d'engranger des points en vue d'une éventuelle participation au fameux ultra-trail du Mont-Blanc, c'est ça ? Alors le 80, effectivement, a demandé à ce que son épreuve soit éligible aux courses qualificatives de The North Face Ultra Trail du Mont-Blanc, puisque c'est le nom de la course. Ça donne 2 points quand on est finissant de l'éco-trail, sachant que pour faire l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le tour complet, c'est 7. Il en faut 7. Donc nous, on n'est qu'un petit bout. On est une épreuve initiatique, en fait. On a des parcours qui sont assez roulants. Mais je pense qu'il faut aussi préparer en montagne ce genre de preuve, parce que les 10 000 mètres de dénivelé, vous ne les faites pas qu'avec l'éco-trail. Et puis alors pour les coureurs qui vont partir sur le 80 km, ils vont partir à peu près à midi ce samedi. Midi pile. Ça veut dire qu'ils vont arriver vers quelle heure à peu près au Trocadéro? J'imagine qu'il va faire nuit, non? Si je prenais le départ, j'arriverais de nuit. Non, les premiers mettent 5h45, donc il ne fera pas nuit. Non, les premiers font moins de 6 heures, et le sol sera sec cette année, donc je pense que ça va aller dans ces eaux-là. Les plus, on va dire les plus lents, ils ont jusqu'à 1h du matin, donc ils ont 13 heures, donc c'est quand la Tour Eiffel s'éteint. D'accord, très bien. Donc on peut se donner rendez-vous donc, ce samedi pour le 80 km à la base de loisirs à midi pile. Exactement. Pour voir les trailers partir de 50 ans en Yvelines. Merci beaucoup Jean-Charles Perrin d'être passé plaisir. sur le 7-8 Sport et à très bientôt. Merci beaucoup. Lancée par la Ligue féminine de basket en 2005, l'opération Marraine de Cœur permet de faire découvrir le sport aux jeunes filles des quartiers populaires. Cette année, les joueuses professionnelles de Calais faisaient office d'entraîneurs. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. On va apprendre la manipulation de balle, le dribble. Est-ce que vous avez déjà fait du basket? Oui. À l'école ou en club? Tu vas t'inscrire en club? Le contrôle du ballon est encore parfois hésitant et pour cause, la plupart de ces jeunes filles jouent pour la première fois au basket. C'était bien, on a appris comment fallait jouer au basket. Et comme ça, au moins la prochaine fois, si on refait du basket à l'école ou autre, on saura quoi faire. Sur des ateliers de passe, de tir ou de dribble, ces jeunes Yvelinoises manient le ballon sur les conseils des joueuses professionnelles de Calais. Actuellement en tête du championnat de 2e ligue féminine, elles sont venues partager leur passion entre 2 jours d'entraînement. C'est sûr que ça change de d'habitude. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'apprendre ce qui est notre métier à des jeunes et pourquoi pas des futures basketteuses. On essaie surtout qu'elles s'amusent. C'est une journée où elles s'amusent et si elles s'amusent, c'est qu'elles vont aimer. Donc pour nous, c'est tout gagné. Initiée il y a 9 ans par la Ligue féminine de basket, l'opération Marraine de Cœur est un projet unique en France qui n'existe dans aucune autre discipline. L'objectif dans les Yvelines, faire découvrir le basket à des jeunes filles issues de quartiers sensibles qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les parquets et les terrains de sport. C'est 1, leur faire découvrir le sport, 2, les mettre en relation par atelier avec effectivement des exercices qui permettent de comprendre ce qu'est le basket. Il y a aussi dans ce cadre-là un atelier de discussion avec une joueuse de haut niveau pour leur montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le sport de haut niveau, comment on peut y parvenir. Le département des Yvelines est le premier de France en termes d'évolution de licenciés féminines avec 12% d'augmentation en 2013. Et peut-être que parmi les 180 jeunes filles présentes ce mercredi, certaines fouleront les parquets du département dans les prochains mois. Vous êtes revenu encore il y a quelques semaines en fin de compte du Maroc et de cette 17e édition du 4L Trophy, ce raid humanitaire, je le rappelle, réservé aux étudiants qui traversent l'Espagne et le Maroc et vous êtes tous les deux entiers.
de ce raid, Florine Bréard et Marc Rose. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Tout d'abord, première question. En tant que passionné un petit peu de mécanique, j'ai envie de savoir si la voiture a tenu le choc. Florine. La voiture a tenu le choc, oui. On a juste eu un petit souci de joint de culasse au retour. Bon, c'était le retour, on était en France, donc en soi, c'était moins grave que si c'était arrivé avant. Alors, on va parler un petit peu de classement quand même s'il y a l'aventure humaine qui comptait beaucoup pour vous. Vous avez fini, je vais le dire, 1038e sur 1420 équipages. Le classement, évidemment, Marc, ce n'était pas la priorité. Hein. Non, pas du tout. Nous, on était un peu comme ce qu'a dit notre camarade de tout à l'heure, des finishers. On voulait vraiment finir. On s'était préparé au juste ce qu'on a pu, entre guillemets, avec les moyens qu'on a. Donc c'est nous qui avons tout fait quand on préparait la voiture, qui était d'ailleurs l'un de nos premiers dons. Un maître de stage que j'avais eu qui m'a offert la voiture. Et on a vraiment préparé l'aventure pour pouvoir satisfaire au mieux les attentes des écoles et autres actions qu'on a menées. Mais on voulait finir surtout. C'était l'essentiel. Et qui a conduit dans le désert principalement? Parce que j'ai vu sur les images que vous nous avez données, tous les deux un petit peu. On a conduit tous les deux. Je pense que la proportion s'attend au 50-50. Oui. Voilà. Florine, c'était votre second 4L Trophy. Il y a l'expérience de 2013 vous a aidé, a peut-être aidé l'équipage sur cette année 2014, non? Complètement. Comme je connaissais déjà un peu la conduite sur le sable, j'ai pu guider Marc sur la façon de conduire dans le désert. Cela dit, il m'a appris aussi sur d'autres choses. Les ensablages, ça n'a pas été trop dur? Ça a été terrible, mais qu'est-ce qu'on aime ça? Ah ouais, non. Elle vous a quand même pas donné des cours de mécanique et de conduite? Non, ce côté-là, c'était plus moi. C'était plus vous. On va parler évidemment de cet enjeu humanitaire parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous êtes parti avec 150 kilos de fournitures. C'est quand même énorme dans la petite 4L. Comment s'est passé justement le don de toutes ces fournitures, Marc? On a eu la chance d'avoir une école qui nous a beaucoup aidés avec une association qui se bat pour le sport pour les handicapés, pour les jeunes handicapés. Et donc cette école a beaucoup participé et ils nous ont d'ailleurs tout ramené. Et une partie est venue d'un centre commercial dans lequel nous avons eu la chance de pouvoir montrer notre raid et montrer notre projet. Donc voilà. Oui, 150, mais on avait la voiture qu'il fallait. Hein. On a une fourgonnette rallongée qui nous permettait de pouvoir remplir la voiture à ce point-là. On ne s'attendait pas à en avoir autant, hein, qu'on soit d'accord. Parce que la norme, logiquement, sur 4L Trophy, c'est plus 50 kilos. Voilà, c'est ça. 50, il y en a qui se contentent de 2 sacs. Alors, on se dit à côté de ça. Et vous avez rencontré du coup les enfants à qui vous avez pu offrir toutes ces fournitures, Florine? Oui, ça a été l'un des moments forts du 4L Trophy, la remise des dons. Ça nous a permis du coup de rencontrer les enfants, de voir qu'au final, ce n'est pas totalement inutile, qu'on a quand même un impact sur leur scolarisation. S'il y avait un moment à retenir autre que celui-là, j'imagine que c'est déjà un moment fort pour vous. Quel serait-il dans ce raid, Marc? La nuit passée dans le désert, quand on est rentré vraiment tard, on s'est tous entraînés. Et de nuit en 4L, on voit déjà pas grand-chose de jour, mais alors de nuit, non, c'était un super moment. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait rentrer, on ne savait pas comment non plus. On ne savait pas si on allait réussir à se désensabler, mais c'était super. Tout le monde s'est entraîné. Et voilà. On a fini par arriver. Ouais. C'est l'essentiel. Et dernière question rapidement, vous repartez l'année prochaine ensemble? Peut-être, peut-être pas. C'est pas encore défini? Non, on y c'est réfléchit. pas prévu. Le 4L Trophy, c'est plus au programme maintenant, mais autre chose, pourquoi pas? Un autre raid, une autre voiture. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On suivra ça de près, Florine, vous êtes, je le rappelle, d'origine guyan-courtoise, tout près de chez nous. Merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation sur le désert, peut-être en tout cas. Merci. Il vient d'entrer dans la légende du cyclisme sur piste. J'en parlais dans les titres de cette édition. Le nouvel Inimoutin, François Pervis, a décroché 3 titres de champion du monde. En Colombie, il y a 15 jours, il signe là un triplé historique et inédit. Il nous a accordé une longue interview vérité. Morceau choisi, image de Jonathan Villeman et Sabrina Sicchini. François, bonjour. Merci de nous recevoir et de prendre quelques minutes dans votre emploi du temps. Je sais qu'il est très chargé en ce moment. Tout d'abord, première question, quand on voit les 3 médailles sur votre genou que vous avez ramenées de la Colombie et de Cali, j'imagine qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est félicitations et bravo. Ouais, merci. Oui, forcément, 3 médailles d'or, c'est un triplé unique, puisque je suis le premier dans l'histoire de mon sport à gagner les 3 épreuves individuelles. Donc j'avais annoncé
avant de partir. C'était mon objectif. J'ai réussi à le faire et ça n'a pas été une chose simple forcément. Et forcément, je suis super content. Est-ce que vous êtes conscient d'être entré dans la légende de votre sport? Parce que 3 médailles d'or dans un même championnat du monde, ça s'était jamais fait auparavant. C'est le grand chelem des épreuves du sprint que vous avez réussi. C'est incroyable, non? Oui, c'est incroyable. Alors, non, je ne m'en rends pas forcément compte encore. Ce qui me fait me rendre compte de peut-être un peu quand même, c'est toutes les sollicitations médiatiques. Elles sont vraiment incroyables. À la fédération, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça par le passé. Donc forcément, c'est un triplé unique, puisque je suis le premier à l'avoir fait dans mon sport. Les 3 épreuves individuelles. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, je ne m'en rends pas forcément encore compte. Après 3 titres mondiaux, vos 2 records du monde, maintenant le seul objectif qui vous reste, c'est une médaille olympique. J'imagine que maintenant, tout est tracé chez vous pour aller vers ces Jeux olympiques de Rio. Oui, c'est sûr. J'ai 2 records du monde. Quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Maintenant, voilà, j'ai ces 3 médailles d'or. Il me manque la médaille d'or en vitesse par équipe. Mais c'est sûr que maintenant, après tout ça, c'est l'or olympique qui me manque. Vous allez décompter les jours, là, les mois jusqu'à Rio? Pour l'instant, je ne me prends pas la tête. J'emmagasine, je savoure tout ce qui m'arrive en ce moment. Encore aujourd'hui, voilà, je passe encore à la télé, donc c'est super. J'ai beaucoup de choses à faire encore avant les Jeux Olympiques. Il reste 2 ans, il peut se passer énormément de choses. Je peux me casser un fémur, je peux me briser le dos, je peux être en méforme, je peux avoir une maladie. On ne sait jamais. 2 ans, c'est long en termes d'entraînement. Mais bon, c'est sûr que les Jeux Olympiques, quand on dit que c'est dans 2 ans, les sélections elles commencent déjà l'année prochaine. Donc forcément, avec tout ce qui m'arrive, j'ai énormément de confiance. J'ai confiance en tout ce que je fais. Donc après, il va y juste à optimiser tout ce qui reste à optimiser, parce que malgré tout, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et en termes d'entraînement, en termes de staff, en termes d'évolution du matériel, et il y a encore du travail, parce c'est une perpétuelle évolution, une perpétuelle progression, le sport de haut niveau. Merci beaucoup François de nous avoir accordé ces quelques minutes et à bientôt sur la piste pour de nouveaux exploits. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Tout d'abord, place au basket et c'est officiel. Malheureusement, les féminines de l'entente de Chesnay-Versailles retrouveront la Nationale 2 la saison prochaine, seulement 1 an après l'avoir quittée lors de la 21e journée de N1. Les joueuses de Stéphane Rollet se sont inclinées sur le parquet de Brive 76-61. Une défaite qui a scellé mathématiquement leur sort et leur relégation. Vous allez le voir au classement. Les Versaillais restent donc à cette 11e place avec 26 points à une longueur du 10e Rennes, premier non relégable, mais malgré une victoire lors de la dernière journée. Les Yvelinoises ne pourront pas passer devant les Rennaises à cause de leur goal average particulier. Chez les hommes, le week-end a été contrasté. Trappes s'est imposé sur le terrain de l'Amicale laïque du Césaire, le Vilain 73-51. Et l'entente, le Chesnay-Versailles, s'est incliné à domicile face à Malakoff, 74-82. Les 2 clubs sont respectivement 7e et 8e de leur poule. En football, 17e journée de promotion d'honneur, Guyancourt. Toujours 11e relégable, recevait le 4e Vincennes au stade Maurice Baquet. À vrai dire, pendant 90 minutes, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Les Guyancourtois ne se montrant pas vraiment dangereux ou, sauf sur coup de pied arrêté, sans réussir toutefois à cadrer leur tentative. Les joueurs de Jules Talmoros se sont finalement fait surprendre sur l'une des rares occasions vincennoises. Score final 1-0, une défaite qui enfonce un peu plus le SG dans cette poule de PH. Ça devient inquiétant, bien sûr. Donc le maintien va être très très difficile. Ça se trouve, ça va se jouer vers les dernières journées. Donc oui, c'est inquiétant. Il va falloir se battre. Oui, il y a 3-4 équipes qui vont jouer sur leur peau sur les derniers matchs. Donc on ne va rien lâcher et puis on ne veut pas descendre, donc on va se battre. Le B, Trappes continue d'être en courant alternatif pour le compte de la 17e journée également. Les trappistes se sont inclinés sur la pelouse de Quincy voisin 1-0 et perdent 2 places au classement et sont désormais 8e. En football féminin, le chemin de croix continue pour Montigny en Division 2. Lors de la 16e journée, les Ilmontaines ont une nouvelle fois subi la défaite aux allures de score de baby-foot, 5-0. Toujours lanterne rouge de leur poule avec seulement 2 victoires cette saison. La relégation ne fait plus aucun doute pour les Saint-Quentinoises. Handball,
La belle aventure en revanche continue pour les moins de 18 ans de plaisir en championnat de France. Les joueurs d'Alexandre Taillefer ont réalisé une performance de choix ce week-end en battant le vice-champion de France en titre, rien que ça, Dunkerque. Après une entame de match très compliquée, les Plaisirois sont rapidement menés 15-7. Et à l'inverse de leur précédente rencontre, ils vont tenir physiquement en seconde période pour prendre les devants et s'imposer finalement 29-25. Ils restent quatrième de leur poule. En volleyball, 12e journée de Régional 1 et Montigny, 6e recevait le 4e Orsay-Chevry au complexe Pierre de Coubertin. Les joueurs d'Abdelatif Nichli ont encore joué avec le feu. Après s'être imposés 25-21 dans le premier set, ils laissent échapper un second set d'anthologie, 32-30 aux visiteurs. Ils se reprennent dans la troisième manche, gagnés 25-23, mais les Inimontins sont poussés à un dernier set tie-break qu'ils remportent finalement 15-11. Avec cette victoire, ils remontent à la 5e place du classement. Roller hockey, 12e journée de National 2, on suit évidemment Elancourt et une belle deuxième victoire de la saison pour les Shucks sur le terrain de la Roche-sur-Yon, 6-3. Foot US, lors de cette 4e journée de championnat de France élite, Elancourt a prouvé qu'elle était bien l'équipe de ce début de saison avec 4 victoires en autant de matchs grâce à 3 touchdowns notamment que vous allez voir de Geoffrey Nicolas Anthony Couvin et Jérémy Larocque. Les Templiers se sont rapidement mis à l'abri, s'imposent finalement 25-7 face à des Niçois privés de leur quarterback américain blessé. Avec cette nouvelle victoire combinée au match nul des Black Panthers, les Templiers s'emparent de la tête du championnat. Et puis pour terminer, une petite info, VTT, le Vélo Club d'Elancourt de 50 ans Yvelines s'est vu attribuer l'organisation des championnats de France FSGT de 2016, compétition qui se déroulera évidemment sur la colline d'Elancourt, point culminant d'Île-de-France, s'élevant à 231 mètres d'altitude, toujours aussi capricieux pour les coureurs. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 7-8 Sport qui se touche à sa fin. Excellente soirée sur TV Fil, à la semaine prochaine.